Bonjour Michel Aglietta. Bonjour. Michel Aglietta, vous venez de publier avec Nicolas Leron, un jeune chercheur en sciences politiques, La double démocratie, avec en sous-titre Une Europe politique pour la croissance. Alors Michel Aglietta, cet ouvrage, c'est un peu la mise en pratique sur la crise de l'Europe et de la zone euro, des idées théoriques que vous avez défendues dans vos précédents ouvrages, et notamment le précédent sur la monnaie entre dette et souveraineté. Oui, c'est sans doute vrai parce que la monnaie est une entité politique, un bien public vraiment commun, et par conséquent, introduire la monnaie dans l'Europe a été un changement qualitatif fondamental. Mais c'est aussi la suite de deux ouvrages sur l'Europe, le New Deal pour l'Europe de 2013, et puis Sortir de la crise et inventer l'avenir que j'avais publié en 2014. Donc c'est le troisième tome, en quelque sorte, d'une analyse de l'Europe. Voilà. Alors, ce livre vient à un point nommé. 2017, c'est l'année non seulement des élections présidentielles en France, mais c'est aussi l'année du 60e anniversaire du traité de Rome, qui a été signé le 25 mars 1957, rappelons-le, entre 6 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Ce 60e anniversaire, il risque d'être morose, c'est un euphémisme. Jamais l'Europe n'est apparue aussi proche de la désagrégation. Dans de nombreux pays, vous le dites vous-même, le clivage pour ou contre l'Europe se substitue au débat droite-gauche. Tout cela donne le sentiment que le seul choix, c'est l'éclatement de l'euro et le grand saut vers le fédéralisme. Oui, alors, mais ce qu'on a essayé de montrer, et c'est justement peut-être une originalité d'une réflexion pluridisciplinaire, c'est que qu'est-ce qui mène à ce processus, qu'est-ce qui a mené à ce processus. Et le paradoxe, c'est qu'il y a des forces de désintégration de l'Europe par la voie par laquelle elle cherche à s'intégrer. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, un mécanisme d'entropie. C'est-à-dire que la méthode d'intégration européenne a été une méthode par le droit, par le lien entre l'économie et le droit. C'est la méthode dite Jean Monnet, qui était la seule possible dans les années 50, au point de départ, et qui cherchait à établir des liens sectoriels, progressifs, qui n'impliquaient pas les problèmes de souveraineté. Ils ne les impliquaient pas, ils en étaient, si vous voulez, les contournaient. Parce que c'était directement de l'économie, de biens réels dans des secteurs. Mais le droit a avancé par rapport à ça. Alors, je vous interromps 2 secondes quand même, parce qu'on a toujours dit jusqu'à maintenant que l'Europe s'est construite par l'économique, et là, vous êtes en train de nous dire l'Europe s'est construite par le droit. Ah, par le droit. C'est-à-dire que pour fabriquer des marchés, il faut du droit. Je veux dire, le marché n'existe pas. Il n'y a que les économistes qui pensent qu'il existe du marché pur qui est auto-spontané. Le droit a été essentiel et il a proliféré. Et le point essentiel, il est là. Le droit européen, étant un droit du marché, est un droit purement horizontal. C'est-à-dire qu'il est lié à un seul principe, la liberté du marché, c'est-à-dire ce qu'on appelle la concurrence libre et non faussée, qui a été prolongée progressivement par la libre mobilité de tout, des biens, des services, des personnes. Et ce droit, il s'oppose à la nature du droit qui découle d'une souveraineté. Le droit, dans une nation, est la mise en forme de la souveraineté. C'est-à-dire, c'est une codification de principes qui exprime ce que les citoyens d'une même entité ont en commun. C'est exprimé dans la Constitution. Et donc, la verticalité du droit politique, qui est celui de la nation, au fur et à mesure où proliférait ce droit du marché, qui est devenu supérieur, et c'est ça qu'on n'attendait pas au début, c'est-à-dire que la Cour de justice européenne est devenue l'entité qui a réalisé, à travers l'acceptation bien sûr des nations, que ce droit allait s'inscrire dans les droits nationaux et éventuellement le détruire. C'est ce qui fait que l'espace d'action politique, l'espace de puissance publique des États s'est réduit au fur et à mesure que ce droit horizontal a proliféré à l'intérieur des États et a été introduit dans les législations nationales. Oui, mais Michel Aglietta, permettez-moi de vous interrompre. Vous mettez l'accent sur ce droit horizontal, sur la libre circulation des marchandises, du travail, du capital, mais le traité de Rome que je citais tout à l'heure évoquait aussi l'Europe sociale.
Oui, bien sûr. Et c'est ce qui a permis, si vous voulez, le contexte global, mondial, de l'après-guerre. Hein. Le contexte mondial de l'après-guerre était un contexte, disons, d'un ordre international sous un parapluie américain, sur le plan militaire et sur le plan de la défense en général, et d'un ordre de Bretton Woods, c'est-à-dire d'un ordre monétaire international qui permettait une autonomie de l'espace public des différentes nations. Et l'Europe a inventé quelque chose, c'est pas seulement qu'elle a fait la paix après la guerre. Ce qui a promu véritablement l'avancée de l'unité européenne, c'est qu'elle a promu une notion de progrès social dans lequel elle a été leader dans le monde et qui a été transpartisane, c'est-à-dire dans tous les pays, tous les régimes politiques qui ont pu se succéder dans les 40 ans, grosso modo, qui sont allés, dans les 30 ans, de 1950 à 1980, ces régimes-là ont finalement accepté cette forme fondamentale du welfare européen. Et c'est ça qui s'est brisé dans la globalisation, la crise inflationniste des années 70 et l'arrivée, si vous voulez, d'une puissance en quelque sorte idéologique différente, qui a été l'ultralibéralisme anglo-saxon, qui portait ce qu'on appelle le fondamentalisme du marché. Et ceci a accéléré alors le développement du droit parce que c'est entré dans ce qui est en fait le cerveau de l'économie, qui est la finance. Et entrant dans la finance, le problème changeait de nature. C'est-à-dire que la nécessité d'accélérer le processus d'intégration du droit européen dans les nations et la disparition de l'ordre international qui favorisait la logique du progrès social a mis l'Europe totalement en porte-à-faux dans cette période. Et cette période des années 80 est tout à fait décisive de la détérioration des relations européennes. Il y a eu cette tentative, et cette tentative est tout à fait intéressante, qui a été l'idée, nous allons intégrer la finance, mais pour le faire, nous allons introduire une puissance publique qui est la monnaie. Et là, vous rentrez dans un processus qui est ambigu, puisque la monnaie est en effet une puissance publique, la Banque centrale, en tant que prêteur en dernier ressort, l'est. On a essayé évidemment de la neutraliser pour continuer la logique, si vous voulez, d'une évolution du pur marché. Et c'est ce qui a fait que la Banque centrale a joué un rôle finalement secondaire jusqu'à la crise financière, c'est-à-dire jusqu'à la crise de ce régime mondial de croissance. Et donc ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est que les périodes dans lesquelles l'Europe fait des avancées par discontinuité, c'est-à-dire crée des espaces communs, le marché commun, le traité de Rome est différent de ce qu'on avait tenté de faire dans les années 50, le formalisme va plus loin. Le traité de Maastricht est différent de ce qui était jusque-là, c'est-à-dire il crée une monnaie. Et la crise de la globalisation, c'est ça qui m'intéresse, la crise de la globalisation, processus fondamental qui est très très loin d'avoir tiré toutes ses conséquences, pose le problème d'une puissance publique, si vous voulez, boiteuse, puisque nous avons en Europe une puissance publique monétaire, mais nous n'avons pas de puissance publique politique capable d'agir sur l'économie, c'est-à-dire un budget. Donc pas de lien entre la souveraineté et la monnaie. Alors, la monnaie, vous voyez que ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la Banque centrale s'est auto-instituée souveraine par le prêteur en dernier ressort. C'est-à-dire la crise européenne qui a commencé en 2010 par la Grèce et qui a atteint un degré d'intensité qui a failli en effet déjà à faire éclater l'Europe en fin 2011 et 2012. La solution a été la Banque centrale s'institue prêteur en dernier ressort, donc s'institue puissance politique. Et tout le problème d'aujourd'hui, c'est qu'une puissance politique dans le domaine monétaire implique des liens avec le budget. Le lien monnaie-budget, on le voit dans tous les pays après la crise, on l'a vu à la Fed, on l'a vu en Angleterre, ce lien est extrêmement étroit. Alors on va réserver le problème du budget pour un petit peu plus loin dans mon Mais c'est parce qu'il implique le politique. Hein. Mais je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit, vous avez indiqué. Donc il y a cette contradiction de cette monnaie qui est en fait une monnaie étrangère pour pratiquement chacun des pays, puis, en raison de l'absence de souveraineté. Mais qui est commune aux citoyens. Mais qui est commune aux citoyens. Mais il y a aussi cette contradiction, je reviens au juridique, au fait que vous essayez d'intégrer dans ce travail
le juridique, le politique et l'économique, entre cette Europe horizontale, transversale au pays, qui constitue un droit, et cette vision verticale de la nation qu'on n'arrive pas à coordonner. Tout à fait. Et donc, c'est bien le problème, si vous voulez. On voit bien qu'il manque une pièce importante. Hein. C'est la pensée des nations souveraines, mais qui délèguent des pouvoirs déterminés, des compétences, à une puissance publique qui serait commune et qui serait au niveau de l'Europe ou d'un ensemble de pays qui acceptent de le faire. Hein, moi, je pense... In fine, la nation européenne est étrangère comme la monnaie à chacune des nations. Ça ne serait pas une nation puisqu'elle n'aurait pas la souveraineté. Hein. Il faut vraiment distinguer la possibilité d'une puissance publique. Pensez par exemple au niveau local. On dit bien qu'il y a le politique local prend de l'importance. Une municipalité, une métropole est une vraie puissance publique dès lors qu'elle a les outils de ses compétences pour structurer des espaces économiques autour d'elle, mais ce n'est pas elle n'est pas souveraine. On ne peut pas dire qu'une métropole est souveraine. Et pourtant, c'est une puissance publique. Eh bien, ce qui existe au niveau de l'infranational est possible au niveau du supranational. Alors, Michel Aguetta, on a bien compris que l'une des originalités de votre approche est de prendre le problème européen non seulement par l'aspect économique, mais par l'aspect politique et juridique. Je voudrais quand même revenir un instant à l'économique. Quel diagnostic faites-vous de la situation économique de l'Europe et des forces centrifuges d'origine économique qui pèsent sur l'Europe aujourd'hui, et sur la zone euro en particulier? La situation économique de l'Europe découle de la double crise qui n'a pas été maîtrisée, par absence en effet d'une coordination politique à un moment crucial. Nous avons été de toute manière affaiblis dès le début par l'hétérogénéité dans laquelle l'Europe a évolué après la création de l'euro. Après la création de l'euro, il faut comprendre l'erreur fantastique que représente la théorie économique standard. C'est-à-dire que l'idée était la suivante. Vous avez des pays de niveaux de développement différents qui s'unissent dans une union monétaire. L'Europe du Sud par rapport à l'Europe du Nord, si vous voulez. En conséquence, il y a des différences de productivité considérables. Dès lors que l'union est faite et que la baisse des taux d'intérêt pour réaliser l'union, puisqu'il y a unification des taux d'intérêt, entraîne une baisse énorme des taux d'intérêt en Espagne, passer de 15% à 3% en quelques mois. Ceci entraîne une possibilité d'entrée de capitaux massive, très rentable, venant de l'Europe du Nord vers l'Europe du Sud, ce qui s'est fait. Et, dit la théorie standard, ceci va évidemment développer la productivité, la compétitivité en allant dans les secteurs productifs. Or, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé, c'est aller dans les secteurs de rente. C'est-à-dire dans l'immobilier massivement. À la périphérie de l'Europe. En Espagne, il y a une opposition. On ne peut pas appeler l'Espagne la périphérie. Moi, je suis contre ce langage, je veux dire. Hein. Mais des pays de niveau de développement différents, c'est rentrer là où la rentabilité est la plus forte, c'est-à-dire dans les secteurs de rente, ce qui prouve à quel point la finance n'est pas efficiente. C'est aller en Grèce dans tout ce qui fait des rentes, c'est-à-dire les professions libérales, des secteurs bureaucratiques, etc. La même chose au Portugal dans la consommation privée. Enfin, on voit bien tout ce qui s'est passé. Et la conséquence de ça, c'est d'accentuer la divergence au lieu de la convergence. Oui, alors justement, sur ce point-là, en même temps, les pays qui disposaient d'un avantage comparatif industriel, ne serait-ce que par la puissance installée ou par leur centralité en Europe, ont renforcé ces avantages comparatifs sans cesse. Il y a donc eu cette divergence massive, qui est absolument l'opposé de ce que pensait faire l'intégration financière. Et donc, il faut donc, si vous voulez, revenir là-dessus, et de dire que il n'y a pas de convergence possible, il n'y a pas, si vous voulez, de possibilité de fonder un espace économique puissant et efficace dans l'économie mondiale, s'il n'y a pas une puissance publique qui, disons, construit une révolution industrielle, construit véritablement un système de croissance économique qui est cohérent et commun. Et aujourd'hui, la question essentielle, c'est une révolution industrielle pour l'Europe, mais dans le cadre de ce qu'elle est pour le monde, et qui implique qu'une politique industrielle soit possible, alors que ce droit européen a détruit la possibilité d'une politique industrielle. La politique sociale des nations a été grignotée par la contrainte du droit européen, et il en est aussi de l'usage des subventions, etc. C'est quand je dis que les puissances publiques nationales
ont été affaiblis par la prolifération du droit européen, c'est là que s'introduit, si vous voulez, la distorsion fondamentale de l'Europe. Et c'est là que l'affaiblissement se fait. Est-ce que si on analyse la situation, encore une fois, en termes d'avantages comparatifs, est-ce que la situation avec cette polarisation de l'industrie, on va dire, dans le monde rhénan ou germanique, est-ce qu'on n'est pas là face à une situation irréversible, ou est-ce que vous pensez qu'une politique industrielle européenne, alors on viendra tout à l'heure expliquer comment, selon votre point de vue, pourrait renverser ce phénomène? Oui, bien sûr, puisque la notion d'industrie est en train d'être bouleversée, je veux dire. C'est-à-dire que moi, ce que je pense fondamentalement, c'est que la base des révolutions industrielles depuis la première, depuis le XVIIIe siècle, est essentiellement liée à l'énergie. Et non pas à ce qu'on croit aujourd'hui, c'est-à-dire l'information, les idées, etc. Elles doivent rentrer dans un processus où l'énergie est déterminante. Énergie et transport ont toujours fait les très grandes révolutions industrielles. On est dans une révolution absolument indispensable pour la survie de l'humanité, qui est l'intégration profonde de l'écologie dans l'économie, sous la forme d'une révolution énergétique indispensable. Et ça transforme le mode de croissance. Ça va transformer la nature de l'industrie. Et l'Europe peut être leader là-dedans parce qu'elle avait commencé à l'être, mais à condition... le point crucial, c'est que d'énormes caractéristiques de cette révolution industrielle concernent ce qu'on appelle des biens réseaux, ou des biens communs, c'est-à-dire des entités de nature publique qui rendent possible le développement de cette révolution industrielle. Et qui créent des externalités. Des externalités massives qui ne sont pas seulement des externalités de marché. On voit bien aujourd'hui dans l'analyse qui est faite et le développement si vous voulez, des préalables financiers nécessaires au financement des politiques climatiques, que ceci va très très loin dans la transformation de la finance. C'est ce qui est sorti du dernier G20, c'est ce qui est sorti du Financial Stability Board, c'est-à-dire de développer des outils et des modes, des produits financiers et des modes de relations internes à la finance profondément différents, pour financer une industrie qui sera profondément différente de l'industrie antérieure. Et donc, nous, on s'inscrit dans cette logique-là. Et c'est dans cette logique-là qui va être une logique mondiale, mais qui est, comme l'a montré la COP21, liée au développement des pays et qui est différenciée, mais il y a quelque chose de commun qu'il faut considérer comme étant le problème de l'évolution de la civilisation humaine dans le cadre de développement différencié. Mais l'Europe dans son ensemble doit constituer un tout là-dedans, car véritablement, les éléments décisifs d'une avancée dans les politiques climatiques sont de l'ordre du transnational pour l'Europe, ne sont pas de l'ordre du national. Alors, face à ceux qui annoncent la mort de l'Europe, vous répondez « Nous avons un besoin absolu d'Europe ». Et votre réponse est politique. Il faut refonder la démocratie européenne. Alors, comment ? Vous dites par le budget. Notre idée, ça a toujours été ça, c'est-à-dire la démocratie a une base représentative. Cette base représentative est celle par laquelle un ensemble d'individus qu'on va appeler des citoyens, du fait qu'ils sont amenés à se prononcer vis-à-vis de choix politiques. Et ces choix politiques ne peuvent être mis en œuvre que par une puissance publique, c'est-à-dire qui a une capacité budgétaire. Donc, le lien qu'il y a entre démocratie, existence d'un budget, capacité d'une entité collective, par conséquent, qui représente cet ensemble, d'émettre, disons, de lever des impôts et d'émettre de la dette dans un objectif politique bien défini, permet aux citoyens de faire des choix politiques. Alors rappelons que le budget européen aujourd'hui c'est 1% du PIB, vous le fixez à combien? Mais ce n'est pas seulement ça, c'est qu'il n'est pas un vrai budget, le Parlement n'est pas un vrai Parlement. C'est un ensemble d'allocations des nations
qui ont mis ensemble en pool pour réaliser certaines choses qui sont essentiellement, si vous voulez, de remettre à niveau des pays, disons, qui ont des retards d'infrastructure, hein, pour l'instant, mais il n'y a absolument pas de politique sur le futur, quoi, là-dedans. Mais surtout, il n'est pas un budget qui a des ressources propres. Et donc, le Parlement n'est pas un vrai Parlement, ce qui veut dire que les élections européennes sont des fausses élections. Puisqu'il n'y a jamais de projet alternatif de ce qu'on doit faire avec le budget sur lesquels les individus peuvent se prononcer. Donc il n'y a pas de, si vous voulez, de vie politique. Le problème, c'est d'avoir une vie politique. On construit cette vie politique et cette démocratie européenne autour d'un budget européen. Alors, chiffrons-le, quel pourcentage du PIB ? Alors, la question essentielle, elle est là, c'est là le problème de la double démocratie. Il ne s'agit pas de fabriquer une souveraineté, ce n'est pas un État fédéral. En conséquence, revenons au point de départ, les États sont souverains et ils délèguent des compétences à l'Europe pour faire un certain nombre de politiques. C'est ça l'idée. Eh bien, pour déléguer des compétences dans le cadre du budget, il faut d'abord définir, si vous voulez, où elles vont s'appliquer. Et c'est pour ça que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Elles vont s'appliquer dans quelque chose de bien déterminé, un domaine bien déterminé, c'est de relancer une croissance de long terme pour l'Europe par de l'investissement qui est structuré autour d'un projet. La différence avec le plan Juncker, c'est qu'il n'y a pas de projet. C'est-à-dire que vous avez une succession de propositions d'investissement qui n'ont aucune cohérence entre eux, qui ne sont pas polarisés par ce qu'on a connu dans toute l'histoire du capitalisme, c'est-à-dire une révolution industrielle qui permet à des innovations de se propager de secteur en secteur. Et je dis qu'aujourd'hui, c'est la question environnementale qui est décisive. L'environnement et l'énergie. Et l'énergie. Et donc, il faut déléguer des compétences pour un budget qui s'occupe du long terme, par conséquent, car il s'agit bien là d'une croissance de long terme. Alors, on le cite, on fait à peu près par ça, en disant, ben voilà, ce qu'il faut faire, c'est transformer le plan Juncker. Le plan Juncker n'est pas une mauvaise chose. Il doit être transformé en ce sens qu'il faut une garantie publique au financement qui est nécessaire de ces investissements. Ce n'est pas l'État qui va financer cette masse d'investissement, c'est l'épargne privée qui doit être mobilisée. Mais pour qu'il le soit, il faut une garantie publique de l'Europe et qui est assise sur l'idée, l'ensemble des pays souverains d'Europe disent qu'ils veulent ensemble développer tel régime de croissance, telle révolution industrielle, et délèguent au niveau européen la capacité budgétaire de le faire. Voilà. Donc ce n'est pas du tout la totalité de ce qui est les prérogatives d'une souveraineté. Donc c'est ça qu'on dit. Votre projet est donc loin. Mais c'est démocratique parce que ce budget implique à ce moment-là des partis européens qui fassent des propositions. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ici que là, etc. Et donc les gens considéreront l'Europe comme quelque chose de politique. Pardonnez-moi de revenir sur le chiffre que je vais vous faire dire. 3-5%. Entre le 1% européen actuel, dont vous dites que ce n'est pas un véritable budget européen, et le budget fédéral américain, vous le situez, vous l'avez dit là, à 3,5%. Il n'est pas européen, il n'est pas un vrai budget parce qu'il n'est pas un but, parce qu'il n'y a pas d'une entité politique qui lève des impôts pour le financer. C'est ça le point fondamental. Ce sont que des allocations des nations sur. Donc la transformation qualitative, c'est que le Parlement devient une puissance publique qui est capable de diriger le processus de croissance. D'où cette conception qui est le titre de votre livre, la double démocratie, une démocratie au niveau européen, qui n'est pas une démocratie fédérale. Par l'intermédiaire de ce Parlement, avec ses fonctions. Et la conservation d'une démocratie nationale au niveau de chacun des pays membres. Alors il y aurait beaucoup d'autres thèmes. Ce livre est extrêmement dense, il y aurait beaucoup d'autres thèmes à développer. Michel Aguieta, je vous remercie. Merci.